Ah, c'est Philippe Catherine, ça. Blablabla, blabla. C'est très drôle, hein, comme tout ce que fait Philippe Catherine. Blablabla, beaucoup de blabla. Les politiques français savent-ils encore débattre? Hier, il y avait le débat entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Là, nous avons notre débat entre les trois vraies voix, Philippe Bilger, Philippe Deveul et Céline Pina. Alors, nous en débattons et vous donnez aussi votre avis sur le compte Twitter. Est-ce que nos politiques français savent-ils encore débattre? Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Alors, nous accueillons pour nous éclairer Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir et permettez-moi de saluer Philippe et Céline. Eh bien, c'est fait. Jean, Alors, bonjour. Bon, vous savez qu'on a deux Philippe, donc on va dire que dans votre Philippe, il y avait les deux Philippe. C'est-à-dire, Voilà, il y avait... les deux. voilà. Mais Bon. il y en a un que j'aime particulièrement, il le sait. Ah bon? Mais c'est réciproque, mon cher Jean. Eh bien, comme ça, nous avons la réponse. On Messieurs, dirait que c'est le grand échiquier. messieurs, madame, nous partons de ce débat qui a eu lieu hier sur TF1, qui pour beaucoup était du genre inaudible, même si les chiffres d'audience, plus de 5 millions de téléspectateurs sur TF1, 21,4% de part de marché, record aussi pour la chaîne LCI qui a diffusé sur 1 heure totale ce débat version longue avec des records d'audience. Extrait. Si les musulmans ont une pratique qui Donc est... vous vous contredisez. Pas du tout. Pas Mais du si, tout. bien sûr que oui. Arrêtez de chercher des contradictions Ben, là où il c'est n'y a une rien. contradiction Vous êtes totale. ridicule, là. Arrêtez. Ouais, non, c'est vous qui êtes Mais ridicule. franchement. Vous êtes complètement Mais ridicule. je Vous peux, voyez si bien vous me que laissez votre parler, vous expertise- verrez qu'il n'y aura pas de Non, j'aimerais problème. bien pouvoir m'exprimer. Alors Moi vous me aussi. posez une question et vous me laissez pas la répondre. Bah non, c'est simple. Madame Pécresse, c'est simple, Moi, vous avez ce que raison. je souhaite, Comme ça, c'est moi, simple, ce oui. que je souhaite, S'il vous c'est que l'islam respecte les lois de la République. À ce moment-là, il y a deux réactions. C'est soit, oh, mais ils vont aller jusqu'où, soit, allez, je débranche. Mais vous avez été plus à vous dire, vont-ils aller jusqu'au bout? N'est-ce pas, ça plaît, Jean Garrigue, cette espèce d'invective permanente? Bon, c'était quelque chose qui était prévisible dans le climat actuel. Est-ce que c'est lié? Alors, je suis désolé, mais là, je m'entends avec de l'écho, c'est impossible de vous parler. Ah, alors c'est peut-être que vous avez votre radio de branché, peut-être. Non, Non. j'ai pas la radio. Mais ça y est, c'est parti. C'est réglé, Donc, super. Voilà, c'est réglé. Donc bon, il y a des raisons, je dirais conjoncturelles et ponctuelles à ce qui s'est passé hier, qui était quand même pas à la hauteur, me semble-t-il, de ce qu'on attendrait d'un grand débat républicain dans une élection présidentielle. C'est que les raisons conjoncturelles, c'est qu'on est dans un climat d'hystérisation de toute manière à tous les niveaux dans cette société et particulièrement dans le milieu, dans le monde politique, on va dire en général et à tous les échelons. Mais c'est le symptôme aussi d'une société qui va pas très bien quand on est dans l'hystérie, quand on n'est pas capable de dialoguer, de discuter en se respectant. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans la société. Et puis il y a des raisons plus ponctuelles qui tiennent aux deux candidats qui étaient en présence hier soir. Ce sont deux candidats qui sont plutôt en perte de vitesse dans les sondages et qui avaient besoin de marquer un petit peu les esprits. Il y a aussi le tempérament d'Éric Zemmour qui n'incite pas toujours, comment dire ça, à la tempérance et à la prudence. Bon, c'est quelqu'un qui est plus dans la provocation, qui dit ce qu'il pense, qui se défie de la langue de bois. Et puis une Valérie Pécresse qui voulait marquer qu'elle n'était pas quelqu'un de neutre ou de faible dans cet exercice. Elle avait déjà été assez tranchante lorsqu'il y avait eu les primaires des Républicains. Ça avait étonné quand même beaucoup de monde. Et là, il fallait qu'elle marque aussi son territoire. Donc, vous voyez, il y a à la fois quelque chose qui est lié au climat général de ce qu'est aujourd'hui la vie publique, et puis à la conjoncture, avec deux candidats, je le répète, qui devaient absolument faire le buzz en quelque sorte. Jean Garrigue, je retiens la première partie, c'est le climat général. Et pour appuyer ce que vous dites, là aussi, petit extrait, c'était sur C8, toujours dans cette campagne, la fameuse rencontre Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour. Ah, mais vous parlez tout le temps. Bon, dans ce pays, il reste des visas, il reste des frontières.
Et personne Pas n'a du dit tout. qu'elle n'existait plus. Pas du tout, il y a plus de frontières. Sur la frontière et les frontières européennes. Allez, d'accord. Juste, il y a quand même Il y a Schengen, s'il vous plaît. monsieur. Ah, Et vous la parlez paix, pas le comme chien. ça. Eh ben, je parle comme je Vous veux. ne parlez pas comme ça. Alors, vous vous parlez vous pas comme un arrêtez de me chien. mentir. Ok, Mélenchon. Écoutez, Alors ça suffit suffit. maintenant. Oui, mais c'est Aussi. vous, ça suffit de Alors parler ça des gens suffit. comme ça. Vous dites pas Si des vous gens n'êtes à la pas niche. content, vous pouvez partir. Hein. C'est pas vous qui faites le patriotisme. Voilà, effectivement, hein, c'est tendu. Alors, Jean Garrigue va nous éclairer aussi, mais j'aimerais déjà une première réaction de Philippe Bilger. Alors, je crains de ne pas être totalement objectif au sujet de ce thème parce que j'aime tellement les débats politiciens, même échevelés, que je les regarde jusqu'au bout et que j'ai tendance à faire preuve d'indulgence. Mais je rejoins une distinction capitale qu'a faite Jean Garrigue tout à l'heure. Le débat d'hier soir est très singulier parce que, comme il l'a très bien dit, nous avons une candidate qui veut affirmer sa personnalité et un Éric Zemmour qui veut à la fois faire preuve de moins de misogynie et tout de même d'un petit peu dérision. Mais globalement, je pense que le problème, et on vient de le voir avec Mélenchon-Zemmour, c'est qu'on cherche moins à convaincre des idées dans les débats politiques qu'à affirmer des personnalités. C'est le premier point. Et deuxième point qui me paraît central, c'est que il y a de moins en moins de débatteurs politiques qui ont l'élégance et l'intelligence de savoir qu'on convainc paradoxalement d'abord en écoutant l'autre. Et troisième élément, je vais faire de la peine aux journalistes professionnels, je pense que la structure des débats qui donne l'impression que des journalistes animateurs, hier soir on en avait deux, vont tranquilliser le débat, je pense que c'est une grave erreur. Si on faisait un avertissement préalable, je pense que des personnalités politiques sans animateurs seraient parfaitement capables éventuellement de rester dans les registres des sujets qui leur est proposés. Je vous remercie de nous mettre au chômage, cher Philippe. Jean Garrigue, n'est-ce pas finalement générationnel? Et écoutez cet extrait, c'est en 2002, c'est le début de la génération Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Il souffre beaucoup, M. Mélenchon notamment, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez, Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête? C'est vous. Et c'est vous. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui allait celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Jean Garrigue, c'était le début, 2002, la nouvelle génération. Ils sont tous devenus comme ça? Oui et non, parce qu'il y a toujours eu des provocateurs. Si on vous a écouté certains députés bonapartistes de la Troisième République, Paul de Cassagnac qui se faisait virer régulièrement de l'hémicycle. Il y a eu des Pierre Poujade, etc. Il y a eu Jean-Marie Le Pen, évidemment. Mais c'est vrai que la politique spectacle a quand même engendré ce type de débat pugilat. On se souvient quand, je crois, l'animateur, le journaliste Paul Amar avait donné des gants de boxe, oui. Vous vous souvenez? Ça, vous voyez, ça apparemment, ça a fait sourire, etc. Mais en fait, c'était très grave. On ouvrait la boîte de Pandore. Moi, je pense qu'on mettait le doigt dans un engrenage un peu sinistre. J'observe aussi, à l'instar de Philippe Bilger, que très souvent, que certains journalistes se plaisent à transformer ces débats précisément en affrontement, en pugilat, comme si on ne pouvait pas essayer de se respecter d'abord et puis essayer finalement d'aller ensemble vers une vérité et pourquoi pas vers une convergence. Moi, c'est ça que j'aime dans un débat, c'est être capable d'abord d'écouter l'autre et éventuellement qu'il arrive à me convaincre, en tout cas qu'on puisse chacun échanger jusqu'au bout nos arguments et les confronter de manière à ce que ceux qui nous entendent puissent véritablement faire un choix et non pas se fixer sur 2 ou 3 invectives et se dire tiens, tu as gagné, etc. Mais il est vrai que si vous prenez par exemple ce qui s'est passé lors des grands débats, des duels des présidentielles depuis le duel fameux Giscard-Mitterrand de 1974, on a eu un peu tendance à compter les points, c'est-à-dire à dire celui-ci il a gagné, il a remporté parce qu'il a eu une petite phrase,
etc. Et on s'est focalisé là-dessus. C'est humain, quelque part, d'avoir cette structure un petit peu agonistique, de rechercher la polémique, la petite phrase. Mais en même temps, je crois qu'on nous perd en intelligibilité, en clarté et en information, vous voyez, des spectateurs. Et la petite phrase qu'on a anglicisée, tiens, je fais peut-être un néologisme, en parlant de punchline. Alors, on va tous vous faire réagir, on va marquer une petite respiration, mais écoutez quand même cet extrait qui montre, toujours en 2002, c'est entre Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy, qu'on peut s'invectiver avec peut-être un peu plus de recul. Écoutez cet extrait et on revient tout de suite après. Non mais je ne suis pas les économistes d'eau, en tout cas l'INSEE existait avant les 10 économistes. L'INSEE a contesté ce rapport lui-même. Ah bon, peu importe, continuez. Alors, baisse des charges. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais continuez. Merci, merci, monsieur le professeur. Non, mais si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Non, mais pardon, mais je ne le suis pas justement. Justement, c'est pour ça. C'est peut-être dommage pour moi, mais enfin, merci de me donner l'autorisation de continuer, Arnaud Chabot. Je vous en prie. Les vraies voix, Frédéric Brindel. Autant le dire, nous nous régalons ce soir dans ce débat avec les vraies voix autour de Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire, Philippe Deveul, Philippe Bilger, Céline Pina sont là pour répondre à la question. Les politiques français savent-ils encore débattre? Vous aussi vous répondez sur le compte Twitter. Pour l'instant, vous dites non à 83%. Vous donnez votre avis 0826 300 300. N'oubliez pas les auditeurs qui font le buzz, c'est tout de suite après. Alors, avant de revenir vers vous pour votre expertise, Jean Garrigue, j'aimerais avoir l'opinion de Céline Pina. On a entendu effectivement version invective un peu violente, Mélenchon-Le Pen, mais on l'a entendu aussi une invective un peu plus, on va dire, détournée entre Sarkozy et Strauss-Kahn. Il y a aussi manière de faire, hein. Mais tout à fait. En fait, c'est ce qui est décevant. Je pense qu'on attend de candidats à la présidence de la République une autre forme de tenue. Le problème, c'est que quand on met en face, par exemple, Monsieur Sarkozy et Monsieur Strauss-Kahn à l'époque, on a des sensibilités politiques différentes, mais l'un n'est pas censé être un repoussoir. C'est pas le cas quand vous mettez quelqu'un comme Éric Zemmour, dont l'image est très dégradée et qui est présenté comme étant l'archétype d'une extrême droite plus ou moins factieuse ou fascisante par un certain nombre de personnes plutôt issues de l'extrême gauche, mais il est présenté comme un repoussoir. Et du coup, en face, il faut surtout marquer sa différence et marquer que nous, on appartient au camp des grands démocrates, au camp des gens bien. Et donc, immédiatement, ça rend tout dialogue impossible, puisque le risque de trouver même ne serait-ce qu'une convergence avec quelqu'un que vous avez érigé en repoussoir risquerait de tacher votre pureté. Donc, dans ce débat entre le pur et l'impur, c'est l'intelligence qui sort grande blessée. Et c'est ce que l'on a vu. Quelqu'un comme Valérie Pécresse ou quelqu'un comme Éric Zemmour ne sont pas des gens inintelligents. Or là, sincèrement, vous aviez envie de vous lever, de les asseoir, enfin presque physiquement, en leur disant « Maintenant, vous vous calmez, vous arrêtez ce jeu ». C'était quand vous attendez quelque chose de la politique, c'est extrêmement blessant parce qu'il y a une absence de décence commune, une absence de tenue chez des gens qui voudraient vous diriger et qui n'apparaissent même pas capables de se contrôler eux-mêmes. Qu'en pense Jean Garrigue? Est-ce que dans ce que dit Céline Pina, moi qui me semble très 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 important, centrale, est-ce qu'il n'y a pas aussi une situation de fait, puisque on est aujourd'hui dans les sondages avec très peu de chances de gagner pour les uns et les autres, qui se trouvent donc dans une situation de défense, et quand on est en situation de défense, on a tendance à être dans l'extrême, dans l'excès, non ? Mais je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Céline Pina sur les phénomènes de diabolisation de l'autre. Et d'ailleurs, ça va même au-delà d'un Éric Zemmour, dont la nature très protestataire, provocatrice peut engendrer ce type de réaction. Mais quand on entend, moi je vois ou sur les réseaux sociaux, même la manière dont on traite par exemple Emmanuel Macron, les mots sont quand même souvent très très forts, hein, ou les mots d'un Jean-Luc Mélenchon à l'égard des autres candidats de gauche, et réciproquement d'ailleurs, sont des mots qui sont très très forts. Et alors, vous avez raison,
particulièrement dans le cas, et c'est ce que je disais au tout début de mon intervention, dans le cas où vous avez des candidats justement qui sont un peu à la peine. Je veux dire, vous aurez remarqué que Marine Le Pen s'est distinguée dans cette campagne, d'ailleurs depuis plusieurs mois, au contraire par une sorte d'assouplissement, d'une parole beaucoup plus lisse qu'elle ne l'était auparavant, beaucoup moins combative, parce que c'est quelqu'un finalement qui a réussi à s'installer dans le paysage politique. Les sondages ne sont pas trop mauvais, finalement tout se déroule assez bien pour sa campagne. Mais pour ce qui est conjoncturellement de Valérie, parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour ce qui est de Valérie Pécresse ou d'Éric Zemmour, dans la conjoncture actuelle, ils sont en difficulté. Donc évidemment, il y a une tendance à aller vers l'extrême, vers la surenchère, surtout d'ailleurs pour essayer de cranter leurs propres électeurs ou de ramener un certain nombre d'électeurs qui les trouvaient peut-être un peu trop fades, peut-être un peu trop incolores pour ce qui est de Valérie Pécresse, ou qui étaient un peu déçus par ce qui se passait dans la campagne d'Éric Zemmour. Donc les phénomènes, je dirais, conjoncturels sont aussi très importants. On voit très bien que la difficulté engendre une forme d'hystérisation, c'est clair. Et il y a aussi la question de l'audience, on le voit bien. Alors effectivement, Éric Zemmour paraît très excessif, mais quand il passe à la télé, il fait beaucoup d'audience. Philippe Deveul. Oui, écoutez, moi je pense que le niveau des débats en général, avant de rentrer dans le fond du débat et de sa forme, c'est que ça relate l'état de la société, du niveau de conflit de la société ou de l'état conflictuel de la société. Si on prend les débats, justement, comme disait Céline, des démocrates, des gens qui sont attachés à cette étiquette démocratique bien propre sur elle, quand on prend les débats de Giscard et de Mitterrand 74, de 81, c'était d'une grande civilité, d'une grande éducation. Même le débat entre Jacques Chirac et François Mitterrand. Donc il y avait beaucoup d'habileté. Et il n'y avait pas cette conflictualité qu'on ressent aujourd'hui dans la société française, et pourtant, qui est sulfureuse. on voyait bien les différences. Oui, et on voyait bien les différences. Oui. Moi, je pense que le débat, pour revenir au débat d'hier, je crois que ça a desservi à Valérie Pécresse, parce qu'elle s'est montrée très agressive, autoritaire, alors que bon, on est habitué au discours d'Éric Zemmour, et je vais rentrer encore dans le dérisoire, c'est que on a passé l'extrait. C'est là que j'ai peur, mais allez-y, allez-y. Oui, c'est ce qui fait aussi votre marque de fabrique. On avait vu Mélenchon qui avait dit à Éric Zemmour gentil le chien ou à la niche le chien, ce qui est vraiment pas d'un très grand niveau de la part d'un intellectuel comme Mélenchon, qui est au départ au demeurant un grand débatteur, un grand orateur. On aurait pu faire venir Douglas, le chien, lors de ce débat. Je suis sûr qu'il aurait aboyé moins fort. Voilà. Vous voyez, là, c'est bien. Cela étant, l'histoire du chien, vous vous souvenez, cessez de faire comme le cocker. Cessez de m'interrompre comme un vulgaire roquet. Voilà, ça, c'était Chirac avec Fabius. Philippe Bilger, vous qui êtes le président de l'Institut de la Parole, est-ce que finalement, ce qu'il se passe, la tendance, ce que nous expliquait Jean Garrigue, n'est pas lié aussi un peu au manque de pratique, de vocabulaire? Est-ce que finalement nos hommes politiques ne manquent-ils pas de mots? Sûrement, Frédéric, et je me demande, est-ce que Jean Garrigue, qui a une expérience de la vie politique ancienne, je me demande tout de même, et ça ne me gêne pas d'apparaître encore plus réactionnaire que d'habitude, si la dégradation des débats politiques et des débats tout court, en réalité, ne vient pas d'un déficit de plus en plus net de la culture. Et vous l'avez dit, Frédéric, je pense aussi de plus en plus d'une moindre maîtrise du langage. Lorsque le langage devient trop pauvre, qu'on ne sait plus exprimer parce qu'on ne dispose pas du vocabulaire, la complexité de la pensée, celle-ci devient terriblement sommaire, péremptoire et insupportable. Et peut-être y a-t-il, pardon d'être trop long, je termine, et il y a peut-être aussi, bizarrement, dans l'humanité, même dans le débat politique, une sorte de tentation totalement perverse à une forme de brutalité qui ne serait pas loin d'une grossièreté.
On va faire réagir Jean Garrigue, mais Jean Garrigue, sur la question et sur l'idée soulevée par Philippe Bilger, j'aimerais ajouter un petit extrait. Finalement, ne sont-ils pas tous les fils de ce monsieur? Quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Eh oui, Georges Marchais du Parti communiste. Il avait une cote de popularité, mais uniquement pour ça. En revanche, évidemment, il n'a jamais été élu président de la République. Jean Garrigue. Souvenir inoubliable, mais d'une période où le Parti communiste était une force majeure dans la vie politique française. C'était une forme de populisme, d'un langage de proximité qui touchait le cœur notamment du monde ouvrier. Mais sur ce que disait Philippe, évidemment, je suis à 100% d'accord sur ce que disait Philippe Bilger, sur cette perte du vocabulaire, sur ce déclin de la maîtrise du langage, de la parole, etc. À cela près que, et c'est paradoxal, regardez quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui est censé être effectivement l'un des conservateurs de cet art de l'éloquence, de la culture, d'une culture politique en tout cas, qui semble tout à fait resplendissante. C'est pourtant quelqu'un qui s'abîme très souvent dans ce jeu polémique, dans ce jeu de petites phrases souvent insultantes, dans l'hystérisation du débat, parce qu'il accepte de jouer ce jeu en toute connaissance de cause de ce qu'est devenu le débat public. Sur le fond, évidemment, il y a une perte de la qualité, des références, du langage, de la finesse de la rhétorique française. Tout ça a disparu. Des gens comme Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand, qu'on le veuille ou non, ils avaient encore cet art de l'éloquence, de la petite phrase. Ils maîtrisaient parfaitement les mots, le vocabulaire. Aujourd'hui, pour des tas de raisons culturelles, parce que la formation de nos élites n'est plus du tout la même, eh bien, on a quelque chose qui s'est beaucoup dégradé. Ça, Jean Garrigue. C'est aussi une certitude. Alors, Jean Garrigue, dans l'art de la rhétorique, il y a la maîtrise du vocabulaire et il y a aussi l'esprit de synthèse. Et c'est ce que je demande à nos deux vraies voix, Céline Pina et Philippe Deveul. Vous avez chacun 30 secondes pour conclure. Philippe Deveul, vous avez été le premier à demander la parole. 30 secondes, allez, faites-le. Ouais, je pense que il manque pas de vocabulaire. Valérie Pécresse, elle sait quand même faire des phrases, elle sait quand même faire des discours. Éric Zemmour a une grande culture aussi, mais je pense que si vous voulez, c'est la situation qui fait que le débat est enflammé. C'est parce que il y a une sorte de concurrence idéologique sur la droite traditionnelle républicaine et la droite qu'Éric Zemmour va représenter, une droite nationale entre le LR et le Rassemblement national. Et moi, quand vous avez passé un extrait sur Georges Marchais, alors lui c'était un peu le perturbateur du discours politique de l'époque, et c'est lui qui disait vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Et pour conclure, il avait soutenu en 80 l'invasion de l'URSS de l'Afghanistan. Céline Pina. Alors, il y a toujours une fonction tribunicienne dans l'expression politique, et cette fonction, elle est légitime, elle était réservée à des gens dans des cadres très précis, dans des positionnements politiques très précis, ce qui était le cas de Marchais. Ce que je voulais surtout dire, c'est qu'à mon avis, c'est pas un problème de vocabulaire, c'est un problème de conviction. Quand vous savez où vous habitez, quand vous avez une vision de votre pays, une vision de quel pourrait être son avenir, et une vision du chemin à prendre pour y conduire, vous êtes posé sur vos bases, et à ce moment-là, non seulement vous pouvez convaincre et encaisser l'agressivité de l'adversaire parce que vous savez où vous allez. Je pense que le vrai problème, c'est qu'on a des hommes politiques qui ne savent ni où ils habitent ni où ils vont. 83,5% de vous qui avez participé à la consultation pensez donc que les politiques ne savent plus débattre. Merci beaucoup Jean Garrigue. Merci mille fois. Merci à vous aussi Philippe Bilger. Place maintenant aux auditeurs. Céline Pina et Philippe Deveul restent avec nous pour vous encadrer. C'était passionnant ce débat.